Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, donc notre orateur principal est arrivé. On respire, mieux. Donc bienvenue à cette rencontre qui est la deuxième édition d'un grand titre que l'on avait donné au début de l'année, Perspective de paix. Donc cette session aujourd'hui, ça sera donc sur quelle place pour l'Afrique dans la reconfiguration des relations internationales. Un grand thème, n'est-ce pas? Et nous avons aussi des grands orateurs parmi nous, donc nous allons savoir quelles sont les pistes pour construire la paix en Afrique et ailleurs. Donc voilà, je voudrais inviter tout de suite, hein? Oui, le président de la Fédération pour la paix universelle, Jacques Marion, a présenté un peu la perspective de la paix. Qu'est-ce que c'est que la Fédération pour la paix universelle? Donc voilà, s'il te plaît, Jacques. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être venus et d'être parmi nous aujourd'hui. Effectivement, on a un sujet passionnant. On a des orateurs qui seront passionnants. D'autant plus passionnant pour moi, j'ai passé 19 ans de ma vie en Afrique et donc j'y suis né d'ailleurs. J'ai vécu dans plusieurs pays et donc tout ce qui touche à l'Afrique est proche de mon cœur. Et certes, euh, j'ai intitulé mon texte, ma petite introduction, L'Afrique au premier plan. Et je parlerai brièvement, très brièvement, hein, je vais juste parler quelques minutes du prix Sonac de la paix, du sommet mondial 2025, qui sont nos activités actuelles avant qu'on entre vraiment dans la conférence avec Emmanuel Dupuis et Monsieur Fleur. Donc l'Afrique, effectivement, a beaucoup de ressources de premier plan. Elle n'est pas forcément au premier plan sur tous les niveaux, mais en même temps, il y a des ressources très importantes, sa jeunesse, sa démographie, ses ressources matérielles et aussi ses ressources spirituelles. Pour nous, c'est important et j'en dirai quelques mots d'ailleurs. Donc, nous avons avec UPF dans notre organisation cette conviction que l'Afrique joue et jouera un rôle de premier plan et c'est pourquoi elle est au premier plan de nos activités, de nos plans, de nos plans d'activité en réalité. Et donc, ce sommet dont je vais brièvement parler, très brièvement, qui aura lieu dans 3 semaines hein, en Corée, en fait, sera justement l'Afrique, il sera au premier plan. Je vais en dire quelques mots, et notamment avec un des éléments au sommet qui sera le prix Sonac de la paix, qui est un prix important que notre organisation donne depuis déjà maintenant, ce sera la 6e cérémonie, c'est un prix biannuel. On a commencé en 2015. Donc, tous les 2 ans, il y a environ, en général, deux personnes ou deux organisations qui reçoivent ce prix de la paix, qui est assez conséquent. C'est normalement 1 million de dollars qui est divisé en deux personnes. Là, il sera divisé, je pense, en 5 personnes. Et je vais brièvement vous les présenter, dont justement l'Afrique, parce que le, le, le thème du prix Sonac de la paix cette année, c'était justement la prospérité et l'avenir de l'Afrique. Donc, je vais vous introduire brièvement, vous présenter les. euh, alors, attendez que je sois sûr que ça marche. Voilà. Donc, les lauréats, donc il y a 3 lauréats qui sont. Je vous en avais d'ailleurs parlé un petit peu au mois de janvier, je pense. 3 lauréats donc qui ont été sélectionnés cette année, qui ont donc accepté de recevoir ce prix. Deux parmi eux sont d'Africains. Patrick Awa, le fondateur d'une université au Ghana, dont je dirai quelques mots. Wanjira Matai, qui est la fille de la célèbre Wangari Maathai, qui a été le premier prix Nobel de la paix africain, je pense, une dame kenyane qui est maintenant, je crois, décédée, et Hugh Evans, qui est un jeune Australien qui a commencé un travail important avec la jeunesse, des volontaires dans le monde entier. Je vous en dirai quelques mots. Il a fondé Global Citizen. Euh, Patrick Awa, donc, est un ancien de Microsoft, en fait, qui est retenu, enfin, qui est un Africain, mais qui a étudié aux États-Unis, qui a travaillé avec Microsoft et il y a 20 ans, déjà plus de 20 ans, il a créé cette université privée qui est maintenant une des universités de pointe, de premier plan, justement, en Afrique. 1500 étudiants, premier, deuxième cycle. La moitié sont des femmes. Ils donnent beaucoup de bourses. Ils sont évidemment très bien soutenus. Et surtout, ils ont une devise qui est le leadership éthique et esprit d'entreprise. Donc, c'est vraiment l'avenir de l'Afrique
avec un point de vue à la fois éthique et d'entrepreneuriat. Donc voilà, il sera un des lauréats cette année de ce prix. La deuxième, c'est donc cette fameuse Madame Matai, qui est la fille donc de Wangari Maathai et qui elle-même travaille à hériter de sa mère et travaille maintenant au niveau africain en tout cas, j'imagine au niveau mondial aussi, justement dans ces projets de protection de l'environnement, notamment ce qu'elle appelle le mouvement de la ceinture verte. C'est elle qui a hérité de ce projet de sa mère et qui le met en avant, notamment avec le gouvernement kényan. Et je crois qu'elle a un plan avec le gouvernement kényan de restaurer 100 millions d'hectares de terres déboisées d'ici 2030. Donc, vous voyez, on travaille à grand niveau et ils sont extrêmement actifs à travers des organisations, Africa and Global Partnerships, World Resources Institute. Le troisième, c'est donc ce jeune Australien, Hugh Evans, qui est qui a été touché, j'ai lu brièvement un peu son histoire, qui a été très touché quand il était jeune, il a fait des voyages un peu partout, en Inde et ailleurs, il a rencontré la pauvreté extrême et il a été choqué de voir que dans son pays, finalement, on vit d'une autre façon et comment arriver à mobiliser les jeunes, des volontaires, pour lutter contre la pauvreté extrême. Il a créé plusieurs associations, dont celle-ci qui s'appelle Global Citizen. Je crois qu'il est aussi une personne de premier plan au niveau d'une mobilisation de la jeunesse, beaucoup de projets, notamment dans les pays en voie de développement, etc. Donc voilà, il sera le troisième lauréat du prix Sonac de la paix. Et alors, à chaque fois qu'il y a le prix Sonac de la paix, maintenant, il y a aussi le prix des fondateurs. Donc, il y a les lauréats qui correspondent à, si vous voulez, aux critères du prix. Les critères du prix sont les suivants. C'est des personnes qui sont dévouées corps et âme pour le développement humain, pour la protection de l'environnement et pour la résolution des conflits. Voilà les trois domaines, si vous voulez, qui sont les critères pour recevoir le prix de la paix. Ce sont soit des individus, soit des organisations. Jusqu'à présent, c'était surtout des individus. À part en 2022, on a donné ça à Gavi, qui est l'organisation des vaccins pendant la Covid. C'est eux qui avaient reçu ce prix. Et donc voilà, c'est eux qui correspondent à ce critère donc du prix qu'ils vont recevoir. Mais en même temps, il y a le prix des fondateurs, c'est-à-dire les fondateurs de notre organisation, Monsieur et Madame Moon. Monsieur est mort maintenant, mais c'est son épouse qui maintenant dirige le mouvement international et qui donc donne ce prix à des personnalités politiques ou parfois religieuses qui justement ont contribué aussi à être reconnues dans dans leurs activités, dans leur travail, etc. Il y a eu Ban Ki-moon, il y a eu Macky Sall, il y a eu Hun Sen du Cambodge récemment, il y a eu, etc. Un certain nombre de personnes qui ont lutté dans des conditions extrêmement difficiles, dans des pays qui étaient souvent en conflit, comme Hun Sen au Cambodge, mais qui a réussi à amener leur pays à une situation beaucoup plus ouverte. Et donc voilà. Alors, les deux. Alors, il y avait en fait une personne qui avait été approchée pour le prix, qui était le premier ministre de Timor-Leste, Timor oriental, mais cette fois-ci, il ne peut pas venir, il ne peut pas être présent pour des raisons de son. Il est tout à fait. D'ailleurs, il a beaucoup soutenu le prix de la paix dès le départ, mais M. Gusmão, qui est le premier ministre du Timor oriental, a demandé qu'on reporte son prix la prochaine fois parce qu'il n'a pas pu venir cette fois-ci. Donc, ce sont deux autres Africains importants dans leur domaine qui vont recevoir ce prix. L'un est une personnalité, un leader spirituel, c'est le prophète Imboni, qui veut dire prophète Radebe en Afrique du Sud, et l'autre c'est Goodluck Jonathan, qui est l'ancien président du Nigeria. Donc voilà, deux personnes qui représentent des pays importants en Afrique, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Je vais en dire deux mots. Euh, le prophète Radebe, Imboni Radebe, comme ils disent, est quelqu'un il a un pouvoir charismatique assez extraordinaire. D'ailleurs, je l'ai vu, parce que j'étais à Cape Town, au Cap, en 2018. Nous avions un sommet dans lequel il a participé. Il a amené beaucoup de ses disciples. C'est un homme qui a des millions de disciples, hein. C'est-à-dire qu'il a vraiment il a un mouvement extrêmement important et c'est un leader spirituel, on peut dire, purement africain. C'est-à-dire, il a peut-être que racines, il a étudié dans les églises chrétiennes, mais il est maintenant, si vous voulez, centré sur la spiritualité africaine et il croit vraiment, d'ailleurs, sa devise, c'est ça, le fondement des Africains, c'est la spiritualité africaine. Et ça, c'est un point très important
UPF parce que c'est aussi au cœur de la vision du UPF, c'est qu'il faut que les leaders spirituels collaborent avec les leaders politiques. Donc voilà, c'est pourquoi cet homme, je dis, il a 3 millions de membres. C'est aussi un homme d'affaires, c'est un homme qui combine à la fois la spiritualité, c'est vraiment un guide spirituel, hein, sans aucun doute, mais en même temps, c'est un homme d'affaires qui a développé beaucoup, enfin, il a aidé son mouvement à développer beaucoup d'activités économiques qui donnent beaucoup d'espoir à ses membres, justement. Et donc, c'est quelqu'un qui réussit des deux côtés et qui a beaucoup d'influence. Euh, il est en même temps avec nous, enfin, avec notre organisation, on travaille proche de lui à travers l'association interreligieuse pour la paix et le développement, qui est l'association interreligieuse de la FPU, notre organisation, Universal Peace Federation. Et c'est lui qui, donc, récemment, l'année dernière, a fait cette signature de l'accord de coopération avec l'Union africaine. SIDO, c'est la partie civile, si vous voulez, de la société civile de l'Union africaine. Et c'est lui qui a guidé cela, qui a développé ça. Et c'est lui qui a signé d'ailleurs cette coopération de notre organisation avec l'Union africaine l'année prochaine. C'est pour dire que c'est vraiment la vision de UPF que les organisations politiques puissent travailler avec les organisations interreligieuses parce que il faut qu'il y ait une combinaison de l'esprit et du corps, si on peut dire. Voilà, pour que les choses marchent. Ça, c'est donc Radebe, il recevra un des prix du fondateur. Et le deuxième, c'est le président Goodluck Jonathan, qui est bien connu, j'imagine, de tous les Africains, puisque il a été président d'un grand pays africain. En fait, il était vice-président, il est devenu président parce que son président est devenu malade en 2010, donc il est président depuis 2010, mais il a été réélu en 2011 avec une grande majorité de voix, ce qui est assez, ce n'est pas simple au Nigeria parce qu'il est du Sud, c'est un chrétien. Je sais que le Nigeria est divisé en deux et c'est souvent une lutte terrible. Et donc, il a été confronté à Boko Haram. C'est lui, pendant sa présidence, qui a eu tout le début des problèmes de Boko Haram, les terroristes de Boko Haram. Et il a perdu les élections de très peu, mais il a concédé la victoire à Buhari, qui est devenu donc, qui était du Nord, le général Buhari, qui a pris la succession, ce qui était très rare. Je crois qu'on a dit que c'est même la première fois au Nigeria qu'il y a une transition pacifique, démocratique entre les deux présidents. C'est pourquoi je l'ai marqué ici. Et en fait, pour cela, il est respecté par les Africains et on lui a demandé plusieurs fois d'être un médiateur dans les conflits entre Africains, comme vous le voyez ici au Mali, lors des conflits récents 2021. La CEDEAO lui a demandé d'être. Voilà. Et j'ai fini, c'est ma dernière. Et donc, en même temps, c'est quelqu'un avec qui nous avons travaillé, notre organisation. D'ailleurs, lorsqu'il est devenu président en 2011, peu après, notre fondateur, qui à l'époque avait 92 ans, vous voyez, il est déjà âgé ici, il est mort l'année suivante. Hein. Donc, notre fondateur, M. Moon, a fait sa dernière tournée mondiale et il a fait sa dernière tournée notamment en Afrique, au Nigeria, et il a été accueilli chaleureusement par Goodluck Jonathan, qui venait d'être président. Et par la suite, Madame Moon, donc son épouse, qui est maintenant, que vous voyez sur la photo à droite, qui est donc la présidente du mouvement international, lui a demandé s'il pouvait diriger donc l'association, le Conseil international au sommet pour la paix, c'est-à-dire l'association de la Fédération pour la paix universelle qui travaille avec les chefs d'État ou les anciens chefs d'État. Donc voilà, ce sont des personnes qui seront donc au sommet pour recevoir le prix. Et le sommet, je termine là, c'est ma dernière diapositive. Le sommet, donc, en fait, aura cette double élément, je peux dire. Bien sûr, il y a pas mal d'autres choses dans le sommet, mais il y a deux choses très importantes. Il y aura inauguration d'un sanctuaire interreligieux qu'on appelle Chanwongung, qui a été un sanctuaire qui est vraiment a été le fruit de beaucoup d'efforts. Beaucoup de membres ont beaucoup donné beaucoup d'argent. C'est une affaire de très longue haleine et financièrement, c'était difficile, mais ça va être inauguré cette fois-ci, donc, un sanctuaire interreligieux. Et en même temps, eh bien, il y a une conférence importante qui va être créée, qui sera donc une organisation, une association de parlementaires, de présidents de parlement du monde entier qui seront rassemblés. Il y aura 40 présidents de parlement qui seront là et qui participeront à cette conférence interparlementaire qu'on appelle Interparliamentary Speakers Conference. Et la moitié de ces présidents de parlement sont des Africains. Donc c'est pour ça que je dis que l'Afrique sera au premier plan dans notre sommet
Et donc, voilà mon introduction. Et je laisse maintenant la place aux orateurs. Monsieur Emmanuel Dupuis. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Marion, pour cette belle présentation et introduction. Donc, effectivement, nous allons passer au sujet central. Monsieur Emmanuel Dupuis a proposé ce thème très, très actuel, hein, avec la nouvelle configuration internationale. Donc, je pense qu'on est tous à même de voir ce qu'il nous propose, ce qu'il va nous partager avec nous. Donc, Monsieur Emmanuel Dupuis est le président fondateur de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Et donc, à toi le floor. Merci. On va- Merci Patrick pour cette présentation. Oui, effectivement, on a l'habitude d'avoir des longues présentations. Donc, je ne suis pas fondateur, mais président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, qui a été créé avant moi, mais dont j'ai hérité de la charge déjà depuis une dizaine d'années. Donc, vous voyez que je m'enquiste un peu dans la direction exécutive. Mais c'est un plaisir de vous retrouver ici pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que je viens souvent. Et la dernière fois, j'ai parlé trop longtemps. Donc, cette fois-ci, je vais parler de manière un peu plus condensé pour permettre un débat le plus interactif possible. Et puis, je me réjouis évidemment de voir beaucoup d'amis, Jean-Pierre, évidemment, Jacques, Patrick et notre ami également. Et puis, nos amis que je retrouve ici avec plaisir. Alors, j'ai le double honneur d'avoir mon ancien étudiant à Doufleur qui sera mon répondant, mais c'est également mon collègue puisque nous chroniquons désormais ensemble dans une chaîne dont je vous incite à regarder les nombreux programmes, Canal 218 de Free, canal 45 du Canal Plus Afrique, ainsi que sur YouTube, Global Africa, plus connu sous sa précédent vocable Télé Sud, dont le but est d'avoir une chaîne la plus équilibrée possible pour parler d'Afrique, par des Africains, pour les Africains, et bien évidemment pour essayer de positiver, comme Jacques nous l'a incité sur cette nombreuse beaux signaux d'une Afrique et d'une jeunesse conscientisée, comme dirait notre ami Claude Issard, que je cite ici avec plaisir. J'ai d'ailleurs moi-même pu expérimenter l'africanité de vos réunions lors de la précédente édition à laquelle j'avais assisté, avec la présence d'une personnalité que vous n'avez pas citée, mais que je me permets de citer moi-même, l'ancien Premier ministre du Niger, longtemps Premier ministre du Niger, Brigui Rafini, qui fut Premier ministre de 2011 à 2021, qui était venu en tant que Premier ministre en exercice pour démontrer la force de la spiritualité sur le continent africain et la manière dont ce polymorphisme dont je vais vous entretenir aujourd'hui participe, je crois, à la manière dont le continent africain doit se réinventer. Quand j'ai proposé ce sujet, je l'ai proposé avec beaucoup d'interrogations, car évidemment, je ne pratique pas l'art divinatoire en matière de relations internationales, qui a été un peu chamboulé depuis maintenant moins de 100 jours. On n'a pas encore atteint les 100 jours, avec un président Donald Trump dont le discours disruptif, dont la diplomatie, j'allais dire, rentre dedans, la diplomatie transactionnelle, vient revisiter tous les concepts stratégiques sur lesquels s'appuyait la gouvernance des relations internationales. La prédictibilité, la force de la loi ou la prégnance de la loi sur la force, le droit, la norme, plutôt que le rapport de puissance. La remise en cause d'un principe qui est connu sur l'ensemble des territoires et plus particulièrement sur l'Afrique, avec la volonté d'œuvrer à la paix, donc de démilitariser, de dénucléariser et d'empêcher que l'immensité du réarmement que nous voyons sous nos yeux, près de 2400 milliards de dollars, ne vienne nourrir malheureusement les nombreux conflits. Le CIPRI, qui est un think tank suédois, en en collationne 56, dont la moitié se situe sur le continent africain, qu'il s'agisse de guerres civiles, de heurts intercommunautaires. 14% de la population mondiale vit à moins de 5 km d'une conflictualité, qu'elle soit liée à des groupes armés terroristes, des groupes rebelles, comme à l'est du Congo depuis 30 ans, près de 7 à 8 millions de victimes, nous rappelle Transparency International, ou des guerres qui désormais implique des États, ce qui est en soi une régression, puisque nous aurions souhaité, avec le système international dont nous fêtons les 80 ans cette année, dont nous fêterons les 80 ans en juin et en octobre prochain avec la création de l'ONU et la signature de la Charte de San Francisco, aboutir à
un ordre international auquel l'Afrique participait dès sa création, dans un moindre nombre de pays, évidemment, qu'aujourd'hui, puisqu'il n'y avait que 5 pays africains qui participaient à la création de l'ONU, qui ne comptait que 51 États, alors qu'elle en compte aujourd'hui 193 ou 194. Donc mon propos consistera à dire que j'ai séquencé en fait à 5 points plus une ouverture, puisque le but, évidemment, est de nourrir le débat et d'engager une conversation, et pour ne pas dire un débat, et de nourrir un débat. 5 points qui me semblent consubstantiels de ce qui est en train de se passer sur le continent africain, mais je pourrais élargir le trait dans l'ensemble des continents qui se révèlent en matière de droit international. Certains appellent ça le Sud global, d'autres ont appelé ça par le passé, depuis 1961, le mouvement des non-alignés, d'autres ont appelé ça le tiers-monde ou le monde tiers, une altérité stratégique qui se révèle de plus en plus prégnante et qui ne veut pas être dépendante. On peut aussi appeler ça l'autonomie, la quête de l'autonomie stratégique. Il en a été question aujourd'hui à l'Élysée avec la venue de 31 avec la France, mais 30 chefs d'État et de gouvernement qui aspirent à cela dans l'espace européen. Mais je crois que l'Afrique se pose les mêmes questions, j'y reviendrai. Alors, mon premier propos consiste à dire que nous sommes dans une logique d'antinomie. Alors que nous fêtons 80 ans d'un système de régulation internationale sur le plan politique et diplomatique, le système onusien et ses 17 agences. Je rappelle quand même que l'ONU se préoccupe plus que de raison, hélas, de la stabilité sur le continent africain, puisque 79% du temps de parole de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité concerne la conflictualité sur le continent africain, et que sur les 120 000 casques bleus dont dispose le département des opérations humanitaires de la paix, 80 à 85% de ces casques bleus sont déployés depuis longtemps, 30 ans en République démocratique du Congo, 10 ans dans la bande sahélo-sahélienne. Je me tourne vers mon ami Jean-Pierre Marat en République centrafricaine, depuis à peu près autant, 2013. Donc désormais 12 ans, avec un résultat mitigé quant à la capacité de sortir d'un conflit, ou de prévenir un conflit, ou de monitorer la paix. Donc une antinomie qui consiste à dire que, alors que nous allons fêter 80 ans d'un système international, certes imparfait, mais qui existe, comme je l'ai dit, c'est vrai sur le plan politique, mais c'est vrai aussi sur le plan de la régulation économique et monétaire, puisque va de pair avec le système onusien, le système de régulation monétaire et financier, avec le système de Bretton Woods qui a été créé dans la foulée, avec la logique du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Alors que nous célébrons une forme de transparence ou une forme de système imparfait, mais qui existe, de nouvelles organisations viennent en interroger la légitimité, la prégnance, pour ne pas dire la pertinence. 80 ans d'un système onusien face à des nouvelles organisations qui ont éclos à partir d'une trentaine d'années, avec un phénomène, ou en conséquence, d'un phénomène cataclysmique ou chaotique, l'hyperterrorisme à partir de 2001, ou la remise en cause de la régulation sur le continent africain, les printemps arabes, puis le vent de liberté qui a occasionné un certain nombre de mouvements de remettant en cause les pouvoirs hélas un peu trop, au sens littéral du terme, conservateur et pas suffisamment réformiste et inclusif. Un système international, donc, qui voit de nouvelles organisations qui sont en train de s'africaniser. Car si l'on prend en considération les BRICS, dont on sait désormais qu'avec 3 membres africains, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, c'est une réalité depuis le sommet de Johannesburg en août 2023, il y a une conscience qui est de plus en plus évidente de la manière dont ces pays vont s'arrimer à de plus puissants, plus légitimes parrains, la Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde, membres fondateurs depuis 2005, puis 2009 avec l'Afrique du Sud de cette organisation. Donc, antinomie, accélération de la remise en cause de ce multilatéralisme onusien avec l'émergence de ces organisations. J'ai cité le BRICS. Je ne peux pas évidemment passer sous silence le G20, créé en 1999. Aucune présence africaine, si ce ne fut la présence sud-africaine, mais désormais, depuis novembre 2023, avec le sommet qui s'est déroulé à Bali, la présence, enfin, de la 21e voix, du 21e drapeau avec l'Union africaine qui désormais vient conforter l'idée que l'Afrique a sa place
dans les grandes organisations intergouvernementales. Je vais évidemment revenir sur l'ONU, mais laissez-moi donc me réjouir du fait que désormais le G20 est un G21 avec une présence de l'Union africaine aussi légitime que la présence de l'Union européenne, en plus de la présence d'États africains. Gageons qu'au-delà de l'Afrique du Sud, d'autres pays viennent s'inviter dans cette expression d'un développement économique et donc de facto politique, donc des pays donc en émergence. Je pourrais évidemment aussi rappeler que le mouvement des non-alignés, qui est, je crois, assez consubstantiel de ce qu'on appelle désormais le Sud global, est profondément africain, puisque dès sa création en 1961, à l'aune ou à l'orée des indépendances, entre 61 et 63, comme vous le savez, à partir de 1963, a vu émerger aussi l'idée d'une unité africaine, plus précisément le 25 mai 1963, avec 31 pays africains, qui désormais sont 54 plus 1, la République arabe sahraoui démocratique, qui est représentée en tant que membre observateur, ce qui, évidemment, ne fait pas oublier qu'à l'ONU, il n'y a bien que 54 États africains. Peut-être que demain, il y en aura plus, j'y reviendrai aussi. Bref, un mouvement des non-alignés qui est profondément la preuve que la prise en compte de l'Afrique dans les relations internationales dont nous observons aujourd'hui le balbutiement, en tout cas médiatique, est un mouvement beaucoup plus profond, au cœur d'une sorte d'altérité stratégique qui ne penchait ni à l'Est ni à l'Ouest, ou du moins qui ne comptait pas être dépendant ou interdépendant ni de Moscou ni de Washington, peut-être un peu plus de Moscou, un peu plus, pardon, de Beijing, mais c'est un élément sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, j'espère, dans le débat que nous aurons ensemble. Donc, premier point, une antinomie stratégique qui fait que, avec l'arrivée de Donald Trump, le continent africain, comme le continent européen et un certain nombre d'autres zones, le continent latino-américain et l'autre partie du continent nord-américain qui est le Canada, se pose la question de la faiblesse de l'alliance avec les États-Unis. Les États-Unis sont des alliés, ou les États-Unis demeurent des alliés, mais ce sont des alliés faibles. En tout cas, ce sont des alliés faibles sur lesquels nous ne pouvons pas compter, et cela va aussi impacter sur le continent africain, ne serait-ce que sur la dimension financière, de manière négative, puisque la fermeture de USAID, 40 milliards de dollars, va de pair avec la fermeture des programmes dédiés à l'Afrique, 17 milliards de dollars. Je reviens de la République démocratique du Congo. 1 milliard de dollars était donné à la République démocratique du Congo pour son développement, pour sa résilience, notamment dans la lutte contre les maladies et évidemment pour prendre en compte l'impact des maladies chroniques et des épidémies et des pandémies, notamment dans l'Est du Congo. 70% donc de l'aide humanitaire dont bénéficiait le Rwanda est balayée d'un revers de plume qui pourra remplacer cette somme considérable. Évidemment, là aussi, les États-Unis regardent la politique à court terme. Bien évidemment, la Chine est déjà sur les rangs pour remplacer ce que l'aide américaine ne donnera pas sur le continent, vis-à-vis, du continent africain. Deuxième réflexion que m'amène le sujet, au-delà de l'antinomie, une forme de paradoxe. Un paradoxe qui consiste à considérer qu'en même temps que se crée une volonté d'un régionalisme avec évidemment désormais une réflexion plus active pour la cohésion du continent africain, devenu Union africaine en 2002, avec une volonté d'arrimer à une intégration économique par le biais du fait subrégional. Je vais en glisser quelques mots très très rapides, avec 8 communautés économiques régionales, regroupant les 5, voire la 6e région que constitue en plus des 5 régions géographiques l'Afrique plus la diaspora, une volonté de trouver une cohésion politique, une voie pour que les 54 pays, un peu comme l'Union européenne, d'ailleurs je fais ce parallélisme, l'Union européenne s'est créée K1, K1 entre 1945 et 1951, la communauté européenne communauté économique du charbon et de l'acier, puis 1957, le traité de Rome. Mais n'ayons pas peur de dire que le continent africain a suivi très, très rapidement cette même logique avec l'Organisation d'unité africaine, donc à Addis Abeba, le 25 mai 1963, puis après le traité de Maastricht pour l'Europe qui crée un espace économique européen, un espace politique
en tout cas balbutiant avec la mise en place de l'Union africaine en 2002, puis il a fallu attendre, je vous l'accorde, un peu plus longtemps pour la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, 2017, puis 2021, j'en vais de nouveau en glisser un mot un petit peu plus loin. En tout cas, un paradoxe qui me consiste à dire que alors que nous célébrons, nous renforçons et nous tenons compte de ce fait régional sur le continent africain comme sur le continent européen, avec la mise en place de l'interaction entre des structures à vocation politique, l'Union européenne, avec la mise en place de nouvelles structures à vocation plus géopolitique, la communauté politique européenne, avec la volonté, comme on l'a vu aujourd'hui à l'Élysée, d'une cohésion au-delà de l'espace européen entre les pays, les anglo-saxons, et vous m'autoriserez cette excursion dans la langue de Shakespeare, les like-minded states, des États qui pensent pareil, eh bien, l'Afrique se pose la même question. Avec qui coopérer, dans quelle perspective stratégique ancrer son développement. Et je crois que ce paradoxe va de fait et va de pair avec l'émergence, et ce n'est pas contradictoire, me semble-t-il, d'une volonté de réaffirmer la souveraineté nationale, avec l'idée selon laquelle les organisations régionales ne sont fortes que si les États sont forts, si le leadership est accepté, si le leadership est, si j'ose dire, modèle. Et donc, de facto, réjouissons-nous qu'au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye fasse cohésion avec son peuple et que son élection en mai dernier challenge un peu la manière dont nous devons poser la question de manière, comment dire, révisionniste au sens propre du terme, en tout cas, en nous posant évidemment des questions que nous n'osions pas ou que par paresse intellectuelle nous n'avons pas posées dans nos relations avec un certain nombre de pays africains. Cette souveraineté nationale, d'ailleurs je fais un peu l'annonce de ce qu'on appelle des annonces paroissiales, se retrouve dans des revues que je vous conseille de lire en complément et en continuation de ce que je vais essayer de dire dans le temps court qui m'est imparti, avec ce numéro de la revue politique et parlementaire, au titre bien trouvé, je crois, Afrique des indépendances plurielles à la souveraineté, qui est sorti en avril dernier. Je vous incite à regarder, mais je l'enverrai à Patrick et à Jacques, vos invitations, car vous êtes cordialement invités le 14 avril prochain au Sénat pour la présentation de cet ouvrage, avec un certain nombre d'amis qui ont écrit, je peux le faire passer, qui ont écrit dans ce numéro, et puis est sorti aujourd'hui, dans le cadre de la revue de l'IHEDN, toujours dans la même logique, l'Afrique reprend sa souveraineté, point d'interrogation, avec mon ami André Agide, le PDG de Global Africa, qui accueille notre ami Abdou Fleur et qui a accueilli Jean-Pierre plusieurs fois. Nous nous posons la question de savoir que faire de la souveraineté africaine, car il faut évidemment se réjouir qu'il y ait cette volonté qu'elle réapparaisse, mais encore faut-il qu'elle se traduise dans les faits, c'est-à-dire dans la pratique et accessoirement dans la représentation du continent africain. Et je crois que ce sera mon troisième point. Mon troisième point qui consiste à dire que le continent africain est sous-représenté. Tout le monde ici en a conscience, tout le monde s'en désole, et nous devons tout faire pour que cela ne soit pas une malédiction. Car après tout, le continent africain mérite sa place au Conseil, le continent africain mérite sa place au Conseil de sécurité des Nations Unies. D'ailleurs, eu égard à sa population, eu égard à sa croissance démographique, plus 352% d'augmentation de population entre aujourd'hui et la fin de ce siècle, 1,4 à 4,4 milliards d'habitants. Comment peut-on avoir deux voix aujourd'hui au sein du Conseil de sécurité asiatique, la Russie et la Chine, deux voix européennes d'un continent qui ne pèse que 350, 450 millions d'habitants et qui ne pèsera à la fin du siècle, quand l'Afrique en représentera 4,4 milliards, seulement 650 millions. Que dire de la présence américaine au Conseil de sécurité, alors que ces mêmes Américains veulent tout faire pour détricoter le système qu'ils ont contribué à créer comme une forme de continuation de leur leadership mondial. Raymond Aron évoquait cela en évoquant le fait que les États-Unis, c'est la République impériale, mais qu'elle est plus impériale que démocrate ou démocratique. Et je crois que ces propos résonnent particulièrement fortement aujourd'hui. Alors, cette participation du continent africain au système international
qui est encore une fois légitime par rapport à la démographie, et peut-être un peu moins légitime par rapport à une dimension économique sur laquelle je crois il faut un peu plus approfondir la réflexion. Le continent africain est riche de ses richesses minières. Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2019, rappelait que le continent africain dispose de toutes les ressources possibles, les 50 matériaux critiques, les 17 terres rares, mais que malheureusement, la mauvaise gouvernance de ces richesses ou les externalités ou les ingérences extérieures ont fait que ces richesses ne bénéficient pas ou sont imperméables à l'homogénéité dont devraient bénéficier les populations qui composent le continent africain. Donc, ayez quand même en tête quelques chiffres, je ne veux pas vous asséner de chiffres, mais il y a plus d'argent qui sort du continent africain que d'argent qui y rentre. Et que l'évasion fiscale et l'harmonisation fiscale, pour ne pas dire la confiscation des biens mal acquis, c'est près de 90 milliards de dollars par an qui quittent les économies, les budgets nationaux des 54 économies, donc aux dépens du développement endogène, j'allais dire de l'inclusion sociale des quelques 1,4 milliard d'habitants. C'est quelque chose à dénoncer. C'est ce qui me permet de dire que le continent africain doit aussi savoir répondre à ce défi, puisque les externalités sont une des causes de l'appauvrissement du continent africain. Je le dis particulièrement, j'insiste sur ce terme, mais que ce n'est pas les seuls responsables, loin s'en faut. Alors, une fois qu'on a évoqué cette nouvelle architecture de sécurité africaine dont le but est à la fois de renforcer la légitimité de l'État, de valoriser la bonne gouvernance, et il y a des exemples de bonne gouvernance, j'ai évoqué le Sénégal, on pourrait aussi évoquer, Transparency International nous y invite, du reste, les nombreux cas d'école de la lutte contre la corruption. Il y a sur le continent africain des pays qui luttent avec efficience, avec honnêteté contre la corruption. L'île Maurice, les Seychelles, le Botswana, le Cap-Vert. Vous remarquerez que ce sont souvent des îles et accessoirement souvent des petits États. Comment ne pas oublier le Rwanda, que l'on peut accuser évidemment d'être agresseur, et je le dis ici, il y a bien un agresseur qui s'appelle Rwanda et un agressé qui s'appelle la RDC, mais il se trouve que le Rwanda est 14e sur la liste des pays qui sont les moins corrompus du continent africain, ou en tout cas ceux qui luttent le plus. Donc, ayons quand même à l'esprit que sur le continent africain, il y a des expériences intéressantes qui sont sans doute des modélisations sur lesquelles pourront s'appuyer le continent africain. Voici mon 4e point. Le continent africain ne peut fonctionner sans leadership. Le continent européen n'a pas existé si, ou pardon, je le dis au passé, il n'eût été possible de créer l'Union européenne s'il n'y avait pas eu 2 hommes, le général de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer, qui ont, à la force du destin qu'il a uni ces 2 pays et ces 2 hommes, sont allés au-delà de l'adversité, au-delà du conflit meurtrier qui a ensanglanté nos 2 pays, la France, l'Allemagne, la France, la Prusse, enfin la France d'abord et la Prusse, et la France et l'Allemagne ensuite, et qui sont les pères fondateurs d'une idée fédérative. Le continent africain ne peut pas se passer aussi d'un bon leadership et d'un leadership qui agrège ou qui fasse adhésion. Alors je vous laisse peut-être dans une logique de débat. Quel est ce bon leadership? Est-ce que le Sénégal suffit, ou l'exemple, ou la modélisation avec l'arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye suffit à incarner ce leadership? Est-ce que des leaderships peut-être plus agressifs, prenons l'exemple d'Ibrahim Traoré, dans la foulée de ce que fut le sankarisme à la moitié des années 80, sont aussi, je n'ai pas exemplaire, mais en tout cas, le témoignage d'une volonté de se réapproprier la souveraineté au profit du peuple que l'on est supposé servir, même si on a pris le pouvoir par les armes et par les urnes. C'est un vrai débat. Je suis tout à fait ouvert à évoquer le fait qu'il y ait des bons coups d'État et des coups d'État qui soient peut-être plus vertueux que d'autres. Nous rentrons en phase électorale du Gabon qui rentre bien dans une logique de transition.
Et évidemment, je dis cela parce que c'était un débat que j'ai eu avec mes étudiants il y a quelques heures, précisément sur la classification des coups d'État comme étant plus ou moins vertueux ou répondant plus ou moins à ce que l'élection ne fait plus. Dit autrement, parfois le coup d'État devient le troisième tour d'une élection où le deuxième tour a été un peu confisqué parce que les urnes ont été bourrées, truquées. Et encore une fois, c'est un vrai débat et je le prends au sens littéral du terme, passionnant et passionné, sur lequel, évidemment, je souhaiterais peut-être approfondir le sujet. Donc, un leadership africain qui est, et je me réjouis que vous en cherchiez la substantifique moelle, car le leadership africain, et ce sera donc mon quatrième ou cinquième point, je crois que c'est mon quatrième point, ne peut plus se contenter d'un leadership seulement politique. Et je crois que le système international, en profonde mutation, mais est en profonde mutation avec peut-être un oubli de notre part, que les relations internationales ne sont plus que des relations, ne sont plus seulement des relations qu'entre États, et que dans le système onusien, ce sont bien 193 ou 194 États, si on inclut la Palestine, mais que le système de régulation internationale n'implique des acteurs bien plus largement représentatifs que les seuls responsables politiques ou que les seuls responsables élus. Bien ou mal élus, peu importe, mais élus. Et je crois que le monde spirituel, le monde sportif, la société civile, comme on le dit un peu pompeusement, bref, une sorte de polymorphisation du système international qui fait que si on veut avancer et si on veut que le continent africain... Oula, seulement que le continent africain... De nouveau, je suis piégé par ma faconde et par mon propos trop délié, je m'en excuse. Mais si nous voulons avancer, puisque nous sommes ici pour faire des propositions, peut-être est-ce là une pensée que nous pouvons adresser à votre auguste assemblée en Corée. Pourquoi ne pas enfin considérer que le continent africain peut faire autrement que les autres continents? Car c'est le continent le plus jeune, vous l'avez évoqué, c'est le continent dont les États sont les plus jeunes. D'ailleurs, c'est le continent qui contient l'État le plus jeune, le Soudan du Sud, en 2011. Et sans doute, peut-être pas d'ici quelques semaines, mais je fais le pari, un 56e ou 55e État, puisque le président américain a presque confirmé que le Somaliland allait être reconnu par les États-Unis. Une fois que les États-Unis auront reconnu le Somaliland, la Grande-Bretagne, puis l'Union européenne embrayera, et donc nous aurons une cartographie africaine qui va un peu changer de nature avec une inventivité, une créativité étatique évidente. Mon dernier point consiste donc à évoquer le fait que si nous voulons enfin penser la stabilité africaine, il faut aussi que nous sortions d'une ambiguïté. Et je le mets dans une logique d'appel générique. Cette ambiguïté s'appelle le relativisme ou le deux poids, deux mesures. Et je crois qu'il faut aller jusqu'au bout de notre réflexion. Nous sommes aujourd'hui tout à fait conscients qu'il faut trouver une issue au conflit en Ukraine. Nous avons contribué largement à la résilience du peuple ukrainien. Et je crois qu'il faut s'en féliciter. Les 30 chefs d'État invités chefs d'État et de gouvernement, invités par le président Macron aujourd'hui, confirment que nous avons une responsabilité à aider les plus faibles ou les pays agressés au regard de la manière dont un certain nombre de pays balayent les principes de la Charte des Nations Unies. Mais comment ne pas oublier que, alors que nous avons donné 300 milliards d'euros en tout à l'Ukraine, que nous avons donc armé, aidé, accompagné et que nous promettons de reconstruire l'Ukraine, comment ne pas oublier que depuis 30 ans, à l'est de la République démocratique du Congo, depuis 20 ou 30 ans en République centrafricaine, depuis la fin des années 60 dans la bande sahélo-sahélienne, des hommes, des femmes, des enfants meurent sans que l'on soit plus que cela choqué. J'appelle ça le deux poids, deux mesures ou le relativisme. On ne peut pas laisser sous silence la mort de 7 à 8 millions de personnes à l'est de la République démocratique du Congo, ne pas appeler une vérité, un agresseur et un agressé, et le faire quand cela nous concerne nous. Je crois que si nous ne faisons pas ça, à ce moment-là, de l'autre côté de la Méditerranée,
tel un minoir déformant, un certain nombre de nos partenaires nous disent qu'ils n'ont plus besoin de nous. Et la pire des choses qui pourraient advenir, c'est qu'ils nous tournent le dos en disant que si vous ne tenez pas compte de ce que nous vivons au quotidien, d'autres pays qui ont connu la colonisation, qui ont connu la décolonisation, qui ont su sortir de la trappe de l'endettement, de la pauvreté, passant des pays les moins avancés aux pays en voie de développement, comment évidemment ne pas avoir à l'esprit que le continent européen deviendra un astre mort qui n'attirera plus par l'exemplarité de ce qu'il est, c'est-à-dire un lieu où l'on défend des valeurs, où l'on a créé une organisation de cohésion autour de la défense de principes universels. Si nous abandonnons notre universalisme, à ce moment-là, ne nous étonnons pas, une minute, je vais y arriver, ne nous étonnons pas que le monde international aujourd'hui, c'est un monde fait d'existentialisme et que l'on relativise la démocratie, que l'on mettrait presque en doute l'idée selon laquelle la défense des droits de l'homme soit primordiale quand on a une difficulté à aller traverser une rivière pour aller chercher de l'eau, que près de 100 millions de jeunes Africains et la moitié de jeunes Africaines n'accèdent pas à la 13e année d'éducation et que, évidemment, le continent africain soit perclus d'inacceptables communs ou d'inacceptables remises en cause de ce qui fait cohésion, le droit à l'eau, le droit à l'éducation, le droit à l'emploi, le droit à l'électricité, le droit à sortir de l'extrême pauvreté et le droit à vivre dans un environnement environnementalement stable. Là aussi, et je termine, et je crois que c'est un propos qui permettrait de faire une logique de prospective, avec cette profonde injustice qui fait que le continent africain, à qui on a demandé de faire des efforts de gouvernance, la Baule, 1990, on a même conditionné la démocratie pour que un certain nombre de pays, François Mitterrand l'avait exprimé comme tel, puissent donner de l'aide. Comment peut-on ne pas s'offusquer du fait que l'on interdise aux Africains d'exploiter leurs mines, d'extraire leur pétrole, ou accessoirement de commercer leurs forêts, sous prétexte que nous devons tous tendre vers des normes environnementales que nous avons créées, nous, et qui, in fine, aboutissent au fait que le continent africain n'émette que 4% des gaz à effet de serre, et nous lui demandons d'être encore plus exemplaire que les pays européens qui en émettent 20 à 30 fois plus. C'est cette profonde injustice sur laquelle qui me permet de conclure mon propos. Voilà. Et je me réjouis d'avoir mon étudiant qui va venir me contredire. Ah, ben, merci beaucoup, Emmanuel Dupuis. Un brillant exposé avec des points très importants et fondamentaux à vouloir résoudre si on veut la paix, effectivement. Donc on va demander à M. Fleur, son élève, qui est juriste. Ça y est. Et c'est formidable. Ben, belle réussite, hein. Oh ben oui, alors c'est bon, c'est bon. Bon, ben, en tout cas, on vous invite à venir débattre ce point-là que M. Emmanuel Dupuis a présenté. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce sera difficile de parler naturellement après son professeur et de surcroît un brillant exposé, Emmanuel, que je remercie, qui m'a beaucoup inspiré, au-delà d'avoir été mon professeur. Il m'inspire encore et je le prends comme un mentor. Je remercie surtout euh, la fédération qui nous accueille, Fédération pour la paix universelle. À travers son président, nous vous remercions et saluons surtout la pertinence, le choix de cette thématique. Et Patrick, que je remercie beaucoup, qui a été très disponible, avec qui j'ai été en contact. Je voulais juste savoir, j'ai combien de minutes avant de commencer? Un quart d'heure. Il est 53. C'est extrêmement important aussi. Je crois que la prise de parole aussi, la gestion du temps en fait partie. Euh,
Je vais peut-être plutôt, avant de venir sur ça, je parlerai peut-être un mot juriste, mais surtout médiateur. J'aime bien le mot médiateur. C'est dans ce cadre du master, c'est dans le cadre du master qu'intervenait Emmanuel que j'ai été initié à la médiation et depuis, elle ne m'a pas quitté la médiation après un premier certificat en 2014. 2021, j'ai fait une formation pour être médiateur parce que je crois au potentiel de la médiation, au potentiel civique notamment de la médiation, surtout aujourd'hui, que ça soit au niveau national, on voit une dégradation du tissu social. Les gens ne se parlent plus, que ça soit au niveau des familles, que ça soit au niveau de la commune, de la région, pardon, du département de la région, mais surtout encore au niveau international, avec le retour de la guerre que l'on croyait révolue, malheureusement, qui est revenue de plein fouet, des fois de tension un peu partout. Je vais plutôt peut-être le conforter dans certains de ses propos, de ses déclarations. Je commencerai par les Nations Unies. Grande question. L'exemple que je vais donner, c'est la dernière Assemblée générale des Nations Unies. Si vous le voyez, beaucoup de chefs d'État africains. Le, le ministre des Affaires étrangères malien, on peut le comprendre, c'est le contexte, mais le président sénégalais, qui a quand même tenu un discours très éloquent, et c'est la continuité aussi de son prédécesseur Macky Sall, qui a porté haut, je crois, les problématiques africaines, notamment la dette. Il y a vraiment des goulots d'étranglement aussi qui empêchent l'Afrique de se développer. La Covid a été le bel exemple. Pour avoir même des droits de tirage, ça a été très compliqué. Heureusement, l'Afrique a souffert peut-être moins que les autres continents. Sinon, ça allait être très, très compliqué. Les Nations Unies, comme l'Union africaine, comme la CEDEAO, n'ont pas d'autre choix que de se réformer si elles veulent encore garder toute leur légitimité. Et pour preuve, pour le cas de la CEDEAO, il y a 3 pays qui sont partis, d'autres qui menacent de partir, donc elle doit être capable de se réinventer. Le modèle onusien n'est plus adapté aux réalités actuelles. 45 n'est plus 2025. 80 ans après, je crois, il faut aussi redonner, redistribuer les cartes en tenant compte de ce que Emmanuel vient de dire. Près de 80% des questions qui sont traitées au niveau du Conseil de sécurité concernent l'Afrique, mais l'Afrique est absente. Et comme dit un adage bien de chez nous, quand on décide pour vous et qu'on décide sans vous, naturellement, on décide contre vous. Donc, c'est une question de logique. Il faut une redistribution des cartes avec, je crois, naturellement, au minimum, un siège permanent pour le continent africain. Et je crois que ce n'est pas que l'Afrique qui demande cela. La France, beaucoup de pays, je crois que sont sur cette même longueur d'onde. Au-delà de cette question de siège, je crois l'Afrique, les Nations Unies doivent aussi se réformer, surtout pour les questions de paix et de sécurité. Il faut un mandat robuste, il faut aller au-delà du simple fait, je crois, de maintenir la paix. Et très souvent, je caricature en disant, on demande au casque bleu souvent de maintenir la paix. Là où il n'y a pas de paix, pour maintenir la paix, il faut d'abord la rétablir. Donc, je crois que honnêtement aussi, les Nations Unies doivent réviser le chapitre 5 et permettre au casque bleu. Je crois un soldat, sa mission, un militaire, sa mission, c'est de combattre. Il faut, je crois, à ce niveau aussi, réformer le système des Nations Unies. Sinon, ce qui risque de se passer, comme ce qui s'est passé à la CEDEAO, les États aussi vont essayer de créer d'autres modèles, vont essayer de se retirer comme Trump l'a fait avec les accords de Paris, ce qui est une erreur à ce niveau. L'exemple n'est pas éloquent à ce niveau, mais ce sont ces pratiques qui risquent d'arriver si on reste sur le statu quo. Le G21, il l'a dit également. Et c'est ma conviction. Seulement, il ne faudrait pas que l'Union africaine, comme le reste de l'Afrique, quand on parle des relations internationales, soit un simple figurant. Là aussi, il faut que l'Union africaine vienne au G20, G21 maintenant donc, avec aussi un agenda très clair qui sera décidé par l'Union africaine. Le paradoxe, que faire de la souveraineté africaine?
Je reprends les mots du général de Gaulle, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et personne, je crois, ne permettra aussi à l'Afrique d'occuper sa place, de prendre sa place. C'est à l'Afrique et à elle seule, je crois, de faire le nécessaire pour occuper sa place. Pourtant, elle a beaucoup d'atouts. Elle a, je crois, les cartes en main, dans le sens où l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés, la deuxième plus grande superficie après l'Asie. L'Afrique, en 2050, c'est le continent, euh, un quart de la population, c'est-à-dire un habitant sur 4, sur 5 de la population, sera africain. L'Afrique aujourd'hui, c'est le continent où le développement technologique, parce que ça se comprend aussi, comme c'est un continent très jeune, le développement technologique aussi, je crois, y est très développé. Et je crois que c'est aussi l'un de ces leviers, de ces atouts que l'Afrique doit saisir. C'est un paradoxe. On n'a pas peut-être le même niveau de débit que la France, que l'Europe, mais pourtant, l'Afrique est extrêmement connectée. Tous les jeunes ont leur smartphone. Je crois que ceci aussi est un atout. Et je crois que l'Afrique doit aussi s'appuyer vraiment sur le développement technologique pour un peu accélérer sa croissance et euh, rattraper son retard pour pouvoir s'imposer, accroître surtout sa souveraineté. Il y a aussi le levier économique. L'Afrique est riche, on l'a dit, immensément riche. Vous avez mentionné tout à l'heure, Emmanuel, le Congo. Je crois que le Congo, à lui seul, peut nourrir toute l'Afrique. 2 milliards d'habitants. C'est immense, sans parler des autres pays. Le Sénégal, qui a toujours eu comme recherche jusqu'à récemment sa ressources humaines, vient de découvrir du pétrole, du gaz en grande quantité. Donc, tout ceci doit être mis à profit. Pour négocier aussi, il faut avoir des arguments. Aujourd'hui, je crois, l'Afrique a beaucoup d'arguments à faire valoir sur la table. Mais qu'est-ce qui cloche? Je crois que c'est plutôt un problème d'unité. Pour parler aussi euh, sur la scène internationale, pour se faire entendre, pour imposer sa voix, je crois que l'Afrique doit être capable de parler d'une seule et même voix. Et moi, depuis étudiant, ça a été mon plaidoyer. Les États-Unis d'Afrique. Ça peut paraître utopique, mais je crois que c'est la seule voie. On a essayé un modèle pendant presque 60 ans. Ce modèle n'a pas véritablement marché. Il faut changer de logiciel, il faut changer de disque. Et je crois qu'il faut au moins essayer, à partir de la CEDEAO, à partir de la CEMAC, essayer de créer des dynamiques économiques. Avec la CEDEAO, malheureusement, là où on parle d'unité, il y a des États qui sortent de cet ensemble, là où c'est l'ère des grands ensembles. Même le Sénégal est candidat pour intégrer les BRICS. Donc, pour dire que le monde est en total bouleversement et l'Afrique doit aussi saisir cette opportunité pour se placer, pour se repositionner. L'Afrique, doit surtout s'appuyer, je crois, sur un levier important, l'industrialisation. Emmanuel l'a mentionné tout à l'heure. Nous ne faisons qu'importer. Ce que nous importons principalement, c'est de la matière brute, c'est des matières premières non transformées. Si demain l'Afrique arrive à s'industrialiser, je crois arrivera à peser sur la scène internationale à travers notamment des volumes d'exportation extrêmement importants. L'Afrique d'aujourd'hui, c'est moins de 3% du commerce mondial. C'est très faible pour faire valoir, je crois, une voix. Mais c'est surtout sur le levier, je crois, diplomatique que l'Afrique doit actionner. Je parle de la CEDEAO, je parle de la CEMAC, mais je parle surtout de l'Union africaine, qui malheureusement est reprochée d'être trop bureaucratique, donc trop lourde. Et comme on dit, cette Union africaine, pour véritablement fonctionner, doit être cette Union africaine des peuples, comme la CEDEAO. Dans une précédente édition où on analysait un peu la sortie des pays de la CEDEAO, le Mali, le Niger et le Burkina, je disais que la CEDEAO a manqué ce virage de CEDEAO des peuples, pourtant qu'elle avait bien énoncé et qui, je crois, était véritablement la solution.
et souvent on caricature en disant, c'est les jeunes hein, qui le disent, on a l'impression que nos dirigeants sont là-haut dans leur tour d'ivoire, totalement déconnectés de la réalité. Aujourd'hui, on a une population jeune, très connectée et surtout qui aspire au changement. La preuve, on intervient sur les plateaux. Quand tu dis que ces pays ne doivent pas sortir de la CEDEAO, tu regardes les commentaires, c'est extraordinaire. Après, bon, il y a des commentaires aussi qui ne sont pas véritablement lucides, mais juste pour montrer à quel point aussi la jeunesse africaine a soif de changement. Et les autres partenaires africains, nos dirigeants, doivent aussi être capables d'entendre ce message. Et enfin, pour finir, il me reste 3 minutes. Vous avez, Emmanuel, parlé d'une question fondamentale, notamment quand il s'agit de la relation de l'Afrique avec ses partenaires. Ce deux poids, deux mesures. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est ce que je voulais mentionner. Le Mali, le Niger, le Burkina, la bande des trois frontières. Pendant des années, on salue tous les efforts qui ont été faits hein, par l'intervention de la force Barkhane, mais à un moment, on s'est posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Avec tous ces moyens colossaux déployés, force Barkhane, euh, les Nations Unies, les casques bleus, le G5 Sahel, avec des moyens humains, matériels, militaires conséquents, on n'arrive pas à arriver à bout le djihadisme. Qu'est-ce qui ne va pas? Par ailleurs, on voit des moyens très importants qui sont déployés, que ce soit pour l'Ukraine ou d'autres causes. Donc, c'est problématique et je crois que c'est à juste titre que les Africains aussi pensent à réorienter leur stratégie, surtout aller vers d'autres partenariats stratégiques. Pour conclure, je suis très à cheval sur le temps. Je crois que l'Afrique a son destin entre les mains. Elle en fera ce qu'elle voudra. Et je crois que pour que l'Afrique puisse véritablement et sincèrement ne plus être cet objet de relations internationales, pour que le territoire africain ne soit plus un théâtre euh, d'opérations, de rivalité de grandes puissances, surtout que ce, ce, cette Afrique ne soit plus ce laboratoire, l'Afrique doit s'unir. Moi, je crois que jusqu'à la fin de mes jours, je plaiderai pour une unité. À défaut d'avoir les États-Unis d'Afrique, au moins on doit aller vers des dynamiques économiques, au-delà de la CEDEAO, au-delà de la CEMAC, des dynamiques sécuritaires, des dynamiques industrielles. Aujourd'hui, la COVID nous a montré à quel point on était fragile, on était obligé de tout importer. Je parle des médicaments. Donc, la seule voie pour moi, pour que l'Afrique puisse d'abord trouver sa place dans le concert des nations, c'est à travers l'unité. Une unité qui passera naturellement par des gouvernements démocratiques, des transitions démocratiques. Malheureusement, avec tout l'optimisme que l'on puisse avoir, si on nous dit encore aujourd'hui qu'il y a des présidents qui sont là depuis 40 ans, depuis 30 ans, depuis 20 ans, c'est véritablement problématique. Mais c'est à la jeunesse africaine, je crois, de prendre leurs responsabilités et de créer des révolutions pour d'abord avoir des transitions démocratiques et enfin les États-Unis d'Afrique qui seront, à mon avis, la seule voie qui permettra à l'Afrique de trouver véritablement sa place. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Fleur. Vraiment un brillant exposé aussi. Le maître et l'élève ont le même niveau, hein. C'est... Ah bon, pardon. En tout cas, on a eu des mots comme l'unité, redynamiser l'industrialisation, les États-Unis d'Afrique, enfin, beaucoup de propositions, de mots importants ont résonné ce soir. Donc je pense que ça nous touche tous. Nous-mêmes, quand on est allé faire des sommets pour la paix en Afrique, on a vu ce dynamisme, cette jeunesse de l'Afrique
qu'est-ce qui lui manque? La fondatrice elle-même a dit les derniers seront les premiers. Donc pas bon pour moi, mais bon pour vous, l'Afrique. Mais disons, il y a beaucoup d'espoir. Donc comment pouvons-nous faire? Donc, c'était vraiment très enrichissant. Merci encore. Nous allons passer à la troisième étape, donc avec Monsieur Laurent Ladouce, qui est chargé de recherche à la Fédération pour la paix universelle. Donc, je vais l'inviter pour animer ce débat. Merci. Remercions encore nos deux orateurs, chaleureusement. Je vais voir si vous avez été attentifs. Monsieur Fleur a lancé un slogan qui est valable pour toute l'Afrique et pour nous aussi. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Si on décide pour vous, ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Que l'on décide sans vous. Attendez. Si on décide pour vous, mais oui, on décide contre vous, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est valable pour tout être humain. Voilà, bonne leçon pour ce soir. Est-ce que vous savez où est le Somaliland ou pas? Il en a été question ce soir. Non? Qui a une idée? Oui? Oui, c'est ça, c'est dans la Corne de l'Afrique. Donc c'est une question donc, qui se pose, c'est les États qui réclament leur indépendance. Donc Emmanuel Dupuy y a fait allusion, hein, le Somaliland. Voilà, capitale Hargeisa. Donc vous savez qu'il existe un pays qui s'appelle la Somalie, et donc il y a un pays donc, qui réclame son indépendance. Et autrement, est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est la CEDEAO? Ou tout le monde sait ce que c'est? Ça va? Ok, d'accord. Voilà, donc on a eu deux points de vue très intéressants. Je pense que justement, Emmanuel Dupuy a fait ressortir un petit peu l'inquiétude existentielle, mais en fait, M. Abdoufleur a montré, je crois, les atouts de l'Afrique, hein. Et voilà. Alors, nous n'avons pas de questions en fait sur le chat, donc je vais demander aux personnes dans la salle. Eh bien, Monsieur Raouz, vous pouvez poser votre question. Alors, il y a un micro, je pense, hein? Voilà. Ah, attendez, il y en a peut-être un autre? Il n'y en a que. Ah, d'accord. Bon, ben, c'est. Voilà. Oui, bonjour. Si, ça marche. Ça marche. Oui. D'accord. Oui, vous n'avez pas mentionné comme force caractéristique justement du continent africain euh, la spiritualité, parce qu'il me semble quand même que la spiritualité, c'est aussi une force qui permet l'entraide, la moralité, un facteur de bien-être aussi, et que l'on trouve de moins en moins dans notre vieux continent, puisque par exemple en France, plus de la moitié de la population est athée aujourd'hui. Alors qu'à l'échelle mondiale, c'est pas plus de 17%, les athées. Donc, il me semble que là, il y a une caractéristique de l'Afrique et vous en parlez pas du tout. Alors, est-ce que ça compte pas pour vous ou voilà, enfin, est-ce que vous À pouvez qui nous s'adresse donner aux deux aux deux, intervenants? d'accord. Qui veut répondre? Alors, j'initie le tir. Ça marche pas? Ah. Oui, ça marche, pardon. Oula. Donc, par manque de temps, parce que je suis évidemment absolument convaincu par rapport à la question de la médiation et de la facilitation en particulier, sujet auquel Abdou a fait allusion, que les spiritualités pas seulement imposées par de l'extérieur, le christianisme est venu dans les bagages de la colonisation, l'islam s'est répandu par le sabre comme par le goupillon, et que, de facto, il y a aussi des spiritualités précoloniales, d'ailleurs vous allez en honorer un de ses représentants, qui font force. Et d'une certaine façon, le continent africain se retrouve finalement dans un choix, et c'est un choix, et donc je crois qu'il n'est pas antinomique, entre l'arbre à l'arbre, le retour au chef coutumier, le rapport donc à la force, et évidemment les spiritualités qui sont des alternatives qui permettent de compenser un peu l'insuffisante prise en compte du fait majoritaire et la manière dont on peut s'accaparer par la force, comparaison les paraisons, Athènes et Sparte sur le continent africain. La démocratie représentative et parfois une démocratie qui s'appuie un peu plus sur le rapport de force, le rapport de puissance. Je vais vous répondre en vous donnant l'exemple de la République démocratique du Congo. Mais je pourrais aussi me tourner vers mon ami Jean-Pierre Marat, qui fut député
République centrafricaine. Et rappelle-moi le nom de ta commune, Marin? Mala, voilà, Jean-Pierre Marin, qui fut député de la circonscription de Mala. C'est à ce à quoi je fais référence, car j'y suis impliqué moi-même depuis de nombreuses années avec la communauté de Saint-Egidio, peut permettre, par la force d'attraction morale, par l'exemplarité, de mettre des gens qui se combattent autour d'une table. Car après tout, il est beaucoup plus facile d'initier une guerre, beaucoup plus difficile et encore plus courageux d'y mettre fin. Et de ce point de vue, toutes les bonnes volontés sont à prendre en considération. Je reviens de la République démocratique du Congo. Nous avons rencontré le président Tshisekedi. Nous avons rencontré mon vieil ami qui est Martin Fayoulou, qui est théoriquement le candidat qui aurait dû être élu, mais je passe ce point de vue qui nous a été confirmé par un certain nombre d'interlocuteurs que nous avons vus. Mais nous avons aussi vu la SENCO. Donc la SENCO, c'est donc la conférence nationale des évêques de République démocratique du Congo. Je crois ne pas me tromper en disant qu'il y en a 12 à peu près d'évêques. Donc 2 cardinaux, l'archevêque de Lubumbashi et l'archevêque de Kinshasa. Eh bien, dans un pays comme la République démocratique du Congo, on peut varier les chiffres, 100 millions d'habitants ad minima. Quand vous avez des écoles qui sont des écoles chrétiennes, catholiques, protestantes, l'Église du Christ en est une autre. L'Église du Christ du Congo, c'est l'Église protestante. Quand vous avez des écoles qui forment à peu près 60% de la jeunesse d'un pays, vous avez là une capacité de faire passer des messages positifs, pour ne pas dire des valeurs universelles, pour ne pas dire des valeurs humanistes, que nonobstant la religion à laquelle vous croyez et la transcendance auquel vous aspirez sont à peu près les mêmes. Le respect de la vie humaine, la volonté de se projeter dans un avenir où l'on pense à son employabilité comme à la manière de faire société, de faire cohésion. Et je crois donc que les responsables politiques qui ont peut-être oublié le temps long et qui pensent qu'à leur mandat, mais c'est une dimension qui n'est pas seulement propre au continent africain, oublient peut-être ce qui nous unit sur le temps long. Le temps court du politique, le temps long de la spiritualité, le temps long de la vie en société, le principe de la cohésion politique et sociétale avant d'être économique et tout simplement Mais pas un temps électorale. trop long quand même. Bah, Voilà. J'ai fini. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je voulais juste rebondir, donner concrètement le cas du Sénégal. Les guides spirituels, ce qu'on appelle les khalifes généraux, parce qu'il y a des confréries, Mouride, Tidjane, Layen, sont de véritables régulateurs sociaux. Le président, quand il est élu, il va les rendre visite tous. Quand il y a des conflits aussi, en 2021, le Sénégal a connu quand même des moments difficiles. Ils sortent, ils interviennent. À ce niveau aussi, je crois que c'est extrêmement important. Et même pour certains, les guides spirituels sont même plus écoutés que le président de la République ou les politiciens. C'était un petit exemple. Merci beaucoup. Alors, il y a quand même une question dans le chat qui est très importante. Vous avez parlé l'un et l'autre un tout petit peu de l'AES, donc le Mali, oui, Mali, Burkina Faso et Niger. Donc, une question donc, sur l'impact. Vous avez dit que la jeunesse africaine, en fait, est assez, enfin, assez intéressée par ce modèle. Alors, vous pouvez rappeler un petit peu la genèse de l'AES et les positionnements actuels, peut-être? Alors, moi, j'ai une position qui n'est pas forcément appréciée par une bonne partie de la jeunesse africaine, parce que je ne peux pas tout de suite parler des États-Unis d'Afrique, parler de l'unité et cautionner, quels que soient les mobiles, quels que soient les motifs. Très souvent, je disais que, en tout cas pour ce qui est du cas de l'AES, si par exemple c'était porté par des gouvernements civils, là je pourrais dire que c'est une manière de secouer la CEDEAO. Parce qu'aussi, elle a longtemps été critiquée, surtout reprochée d'être assez bureaucratique. Mais c'est porté par des militaires qui sont arrivés tous par des coups d'État, un contexte assez particulier. Et la question que je me pose,
que deviendra l'AES demain si ces militaires ne sont plus à la tête de ces pays. Donc, l'avenir nous le dira, mais moi, je crois fondamentalement qu'il fallait tout faire pour rester dans le cadre de la CEDEAO et bousculer de l'intérieur pour qu'il y ait une réforme, voire même une révolution. D'accord. Merci. Alors, Monsieur Marat, ancien député de Centrafrique, vous avez la parole. Merci. Bonjour l'Assemblée. Je suis franco-centrafricain. Je suis né quand la République centrafricaine était un territoire français. Donc, je n'ai pas choisi d'être binational. Je suis binational. Bon. J'ai été élu député. J'ai exercé député pendant 5 ans. Je suis revenu, mais avant d'aller comme député, j'ai rencontré Emmanuel Dupuy, avec qui on a beaucoup travaillé sur les questions de sécurité. Je voudrais rebondir sur un aspect que Emmanuel a soulevé. C'est pas une question, mais c'est juste un sentiment en tant qu'ancien député sur la notion d'antinomie, pour compléter un peu ce que Emmanuel a dit. Et puis le deuxième point serait avec Fleur sur la technologie. En passant, je suis ingénieur en télécommunication. Et donc, parlant de l'antinomie, tu dis, le problème qu'il y a en Afrique, c'est que on est submergé de choses qui viennent d'ailleurs et que on se trouve fatalement entraîné à vouloir pratiquer. Alors, je vais prendre l'exemple typique de ce que les Nations Unies font en République centrafricaine. Il y a eu plusieurs dénominations dirigées par plusieurs Africains, un Sénégalais, un Gabonais, actuellement un Rwandais. C'est-à-dire que l'opération de paix, de maintien de la paix en République centrafricaine est dirigée, enfin, les différentes années ont été dirigées par des Africains. Alors, nous, comme élus, ce qu'on remarque, c'est que ce sont des Africains, mais ils pratiquent quelque chose qui vient des États-Unis. C'est-à-dire que, bon, les Nations Unies décident que, bon, il faut maintenir la paix, et je remercie vraiment Fleur de l'avoir soulevé tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas maintenir la paix dans un pays qui est en guerre. Donc, il faut déjà rétablir la paix, forcer au rétablissement de la paix, c'est-à-dire utiliser la force. Et avec Sanoji Dio, on n'est pas parvenu à convaincre, enfin nous, députés, on n'est pas parvenu à convaincre le monde extérieur qu'avant qu'on ne parle de paix, il faut qu'on impose la paix. Donc, je remercie. Oui, oui. Bon, le dernier point. Attendez, peut-être on va d'abord répondre à cette question. Donc, Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. C'est une affirmation. Oui, mais peut-être vous voulez réagir quand même. D'accord, ok, d'accord. Alors, mon dernier point, c'est le développement. Alors, j'arrive député, mais moi je suis ingénieur et je vois que partout, il y a le smartphone. Ah, tout le monde utilise le smartphone, mais on utilise le smartphone sans savoir ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que le réseau qui permet au smartphone de fonctionner, c'est quelque chose qui est flou, c'est-à-dire c'est les nuages, comme nous disons aussi en réseau, c'est un nuage pour l'homme politique. Et l'effet pervers que ça a, c'est qu'il y a maintenant des smartphones, ils ont abandonné le réseau filaire public qui permet de faire autre chose. Et donc, lorsque vous partez dans des débats avec les gens, vous vous rendez compte que nous, Africains, nous restons consommateurs de quelque chose qui est pensé ailleurs. On ne sait même pas. Bon, ça fonctionne, donc on utilise, mais on ne sait pas. On ne sait pas comment ça fonctionne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que le développement serait bien
si nous, élus, gouvernants, dirigeants des pays africains, encourageons le développement des technologies qui nous permettent à notre environnement de vivre. Vous voyez, il y a la plupart des pays africains qui produisent le pétrole, ils n'ont pas d'école de pétrole. Ils ne forment pas des ingénieurs ou bien des techniciens qui vont exploiter le pétrole. Nous avons du bois en République centrafricaine, il n'y a pas une industrie de transformation du bois en Centrafrique. On a le diamant, il n'y a pas un musée où vous allez rentrer comme au Cambodge, où vous voyez Bouddha avec des yeux incrustés de diamants. Ça n'existe pas en Centrafrique. C'est-à-dire que nous consommons la technologie. Et donc, le problème, c'est est-ce que le développement technologique dont parlent les Africains, c'est d'importer cette technologie qui est pensée ailleurs ou bien utiliser ce que nous avons appris ailleurs pour transformer ce qui existe en local. Merci beaucoup. Vous voulez répondre Alors, sur ce point, je crois qu'il y a effectivement de la temporalité à mettre dans tout ce que nous avons dit il y a des mois. L'Afrique d'aujourd'hui ne ressemblera pas à l'Afrique de demain. Je prends juste la question de l'éducation. Aujourd'hui, on a un peu compartimenté le leadership africain en faisant, comment dire, œuvre de continuité, en formant une bonne partie de la jeunesse africaine aux sciences sociales dans une logique où les universités européennes partaient du principe qu'il fallait continuer d'avoir un leadership qui s'appuie sur un pouvoir politique, une connaissance du droit, une connaissance des sciences politiques et des sciences humaines. D'autres pays ne pratiquent pas du tout cette logique-là. Quand vous regardez du côté du continent américain, canadien, États-Unis et du continent chinois, on forme un personnel dont a besoin le continent africain pour son développement endogène et accessoirement lié à la manière dont les États qui forment ces ingénieurs, ces commissaires aux comptes, ces comptables vont être utiles pour leur business à eux. Soit, c'est ce qu'on appelle la réelle politique, après tout. Vous avez à peu près autant d'étudiants africains qui sont formés en Europe que d'étudiants africains qui sont formés en Chine. Mais ce n'est pas les mêmes. Avec des études courtes et donc avec une sorte de praxis qui permet concrètement à l'avenir au continent africain, s'ils s'en donnent les moyens, d'affirmer davantage à des droits miniers plus contraignants et moins de contrats léonins, comme l'on dit, qui ne bénéficient pas à la population. Je crois que le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko sont parfaitement bien entourés, car ils ont remis en cause un certain nombre de contrats qui ne favorisaient pas les Sénégalais. Donc moi, je crois beaucoup à la formation qui est en train d'émerger, le leadership éducatif, qui correspond vraiment aux besoins d'amplification d'une forme peut-être d'équité qui consisterait à mettre davantage le curseur sur un certain nombre de carences qui fragilisent l'Afrique sur les chaînes de valeur internationales. On l'a évoqué tout à l'heure. Seulement 11% de l'industrialisation du continent africain, ce qui ne contribue pas suffisamment à raison seulement, pardon, le continent africain est industrialisé, je le dis autrement, le continent africain est industrialisé à la hauteur de 11%, ça ne contribue qu'à 25% du PIB global. Ce n'est pas normal. Le commerce intra-africain, c'est pas plus de 12-14%, quand le commerce intra-européen circulaire, c'est 70%. On l'a dit, la ZECLAF, a raison de sa mobilisation désormais pleine et officielle depuis le 1er janvier 2021, va permettre d'augmenter le PIB africain d'1% par an, avec l'objectif de 2030, les 17 objectifs de développement durable, de faire du continent africain un continent dont le PIB mondial, 3 à 4% aujourd'hui, hein, l'économie mondiale, c'est 100 trillions de dollars. Bon, sur ces 100 trillions de dollars, le continent africain, sur les 54 économies, c'est pas plus de, en étant optimiste, 5 trillions, 6 trillions. Légèrement supérieur au PIB allemand ou mieux le PIB allemand et le PIB français. Mais l'objectif, c'est d'atteindre
1 trillion, donc 10 000 milliards d'euros ou de dollars à l'horizon 2063 ou 2063, comme l'agenda le précise. Donc, moi, je suis très optimiste pour répondre à ta question sur la manière dont la sociologie politique, économique, sociétale est en train d'évoluer vers un système qui corresponde aux besoins urgents. On appelle ça, je crois, une sorte d'équité de gouvernance qui permet au continent africain d'aller plus vite. Et peut-être là, je réponds et je complète ce qu'a dit Abdou. Moi, je me félicite que sur le continent africain, il y ait plus de smartphones que sur le continent européen, parce que ça contribue à augmenter le PIB des pays d'où ces smartphones sont distribués. Merci, merci beaucoup. Voilà. Alors, d'autres questions? Oui, madame? Alors, attendez, madame d'abord, et ensuite Denis. Oui. Merci. Merci beaucoup pour vos idées, très très intéressantes. Vous avez parlé des jeunes aujourd'hui et de leur participation, donc de la nouvelle génération. On reconnaît que le système politique africain est totalement différent de tous nos concepts, et ce qui est admirable, parce qu'on n'a pas il n'y a pas la même culture, la même histoire et les mêmes méthodes. Alors, ma question, c'est quels sont les rôles qu'ont la nouvelle génération aujourd'hui en Afrique, dans le système politique, et quelle est la plus grande influence qu'elles ont aujourd'hui On va en demander à Afrique? Abdou Fleur de répondre. Merci beaucoup. Je crois que les jeunes s'intéressent de plus en plus à la politique et qu'ils sont à l'avant-garde de tous les combats, toutes les révolutions, je crois. Si on prend l'exemple des dernières révolutions en Afrique, tous, je crois, ont été portés par des jeunes. Malheureusement, je crois qu'il manque quelque chose quand on voit, c'est un peu aussi le côté pervers du développement technologique des réseaux sociaux et le manque de formation des partis politiques. Très souvent, on dit que les jeunes ne sont plus formés. D'abord, politiquement, avant, il y avait l'école du parti, mais au-delà de ça, l'instruction. Moi, j'ai du mal à comprendre quelqu'un qui allume sa caméra, qui insulte, qui fait, qui dit ce qu'il veut. J'ai du mal à le comprendre. J'ai du mal à comprendre quelqu'un qui caricature, qui essentialise quelqu'un qu'il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, juste parce qu'ils n'ont pas le même point de vue. Juste, ils n'ont pas la même opinion. Et malheureusement, très souvent, c'est ce qu'on voit. Donc, je crois que la jeunesse africaine en particulier est et doit être à l'avant-garde de tous les combats. Mais il faut plus d'instruction à la jeunesse, je crois. Voilà, éduquer, mais surtout instruire. Moi, en tant que jeune qui analyse, qui suis sur les réseaux sociaux, c'est vraiment, je crois, la plus grande difficulté à laquelle on est confronté. Elles sont capables d'amorcer des révolutions, d'engager des révolutions, mais elles sont encore capables aussi de foutre en l'air une démocratie. Voilà. Merci Je ne beaucoup. sais pas si... Oui. Alors, attendez. Ajouter un mot? Oh, peut-être pas, non. Parce qu'il y a encore des questions. Ouais, non, mais Un petit mot quand même. 30 secondes, 30 Un secondes. petit mot quand même. Alors moi, je ne crois pas du tout à l'idée sur laquelle il y aurait une vision générationnelle qui émerge tant qu'il n'y a pas des lieux où elle puisse s'exprimer. Ça, je crois que c'est le principal élément. Je crois beaucoup au contre-pouvoir. Je crois donc à l'idée sur laquelle il faille trouver des alternatives au pouvoir existant. La décentralisation, la régionalisation, l'émergence des pouvoirs locaux, les troisièmes chambres, peut-être même d'ailleurs la généralisation des deuxièmes chambres, car sur le continent africain, il n'y a pas plus de la moitié des États qui ont des chambres hautes et des chambres basses. Et donc, l'idée d'un gros fort centralisme, une verticalité du pouvoir, est antinomique avec l'idée que les jeunes puissent s'insérer dans le système. Sinon, les jeunes se comporteront comme des vieux. D'accord. Si je puis m'exprimer ainsi. Merci. Alors, Denis Chadebec, vous avez la parole. Et ensuite, monsieur. Voilà. C'est à propos des 2 poids 2 mesures que j'ai entendu tout à l'heure de votre part. C'est un phénomène universel qui est la cause de ça, et un phénomène qui me rend un petit peu optimiste, justement. C'est ce qu'on appelle la mort kilométrique dans le langage des médias, la psychologie des médias. J'ai appris ça dans un livre qui s'appelle dont le titre est 100 petites expériences de la psychologie des médias. Un livre absolument génial. Alors, il explique ceci. Il partait d'un événement tragique ancien, le tremblement de terre de Banda Aceh
en Asie du Sud-Est, qui a soulevé une très vive émotion en Europe et un autre tremblement de terre aussi grave, avec aussi le même nombre de victimes pratiquement, dans la région du Cachemire. Autant l'Europe a vivement réagi pour Banda Haché, autant elle a complètement ignoré ce qui s'est passé dans l'autre tremblement de terre. Et ceci est dû tout simplement à la différence de vivacité des communications, de l'information entre l'Europe et les régions touchées. Et c'est ça que les psychologues des médias appellent l'amour kilométrique. Ah. Et or justement, je suis optimiste parce que l'Afrique dispose, à mon avis, des moyens d'intervenir contre ce phénomène pour faire connaître ces misères en Europe. C'est la densité des réseaux de télécommunications en Afrique que vous avez évoqué, justement. D'accord. À qui s'adresse votre question? Alors, la question c'est, au niveau des États, y a-t-il des idées ou des initiatives qui démarrent dans ce sens? Vous voulez répondre, Abdoufer? Les Deux poids, deux développements. mesures, oui. Oui. Vous voulez répondre alors, Emmanuel? Oui. Oui. Non, alors, non, bon, déjà, est-ce que c'est au niveau, je réponds à la question, est-ce que c'est au niveau des États de le faire? Ce sera antinomique, puisque vous-même vous dites que c'est une conscientisation sociétale et que c'est par le biais de l'accaparement citoyen, de la manière dont on va compenser des systèmes un peu trop sclérosés de médias, entre guillemets, trop verticaux. Donc, c'est pas aux États de le faire. C'est une forme de vigilance citoyenne, une forme de lanceur d'alerte. Hein, on évoque beaucoup. Le continent africain, après tout, a aussi ses lanceurs d'alerte. Et je crois que les lanceurs d'alerte africains sont très écoutés en Afrique, mais nous n'écoutons pas suffisamment le fait qu'ils soient. Nous ne prenions pas en compte, pardon, le fait qu'ils soient très écoutés en Afrique. Le mouvement Lucha, par exemple, est à peine connu. Et pourtant, il a une action absolument déterminante pour dénoncer l'inacceptable utilisation ou l'accaparement de 400 000 jeunes hommes dans les mines de l'Est République démocratique du Congo, ou les mouvements citoyens, ou les mouvements ici dont on connaît à peine l'existence et pourtant qui ont une longévité exemplaire. Le mouvement, par exemple, Tournons la page, de mon ami Mathieu Pourchier, qui a 10 ans d'existence, qui a fêté ses 10 ans d'existence. Donc, il y a quand même un espoir, je vous rejoins dans l'idée que, et d'ailleurs nous le faisons avec mon ami Abdou, avec la chaîne Global Africa, de donner la parole de ceux qui dénoncent l'inacceptable. Et donc c'est le début du commencement de la réponse. Le deuxième élément, néanmoins, mérite aussi de s'atteler un peu et de balayer devant notre propre porte. Je crois que nous devons aussi faire émerger des voix africaines. Je n'ai pas retenu le nom des trois personnalités que vous allez, c'est pas d'ailleurs important, mais ce sont des voix africaines. D'ailleurs, vous constatez souvent que ces voix africaines sont très écoutées dans le monde anglo-saxon parce qu'elles épousent aussi, par le biais de CNN, Voice of America n'étant plus destiné à cela parce que le président Donald Trump a décidé de lui couper la chic, hélas. Mais il faut aussi avoir à l'esprit qu'en France, on ne met pas suffisamment en exergue, en France, en Europe, dans l'espace francophone, des voix puissantes. Oui. Et les voix puissantes, il faut qu'on les voit plus à l'écran, il faut qu'on les entende plus, il faut qu'on les lise davantage, et il faut surtout qu'elles puissent dire aux décideurs, murmurer à l'oreille du décideur. Moi, je suis un think tanker, donc c'est mon métier de faire ça. Et je le fais en transmettant à travers l'éducation, à travers mes charges universitaires, avec mon ami Malik Diawara, remarquable, ex-rédacteur en chef du Point Afrique. Il faut aussi que les médias jouent leur rôle et que, à un moment ou à un autre, si nous cachons ce que le continent africain a de plus noble et de plus valorisant, là, nous faisons aussi non seulement du double standard, mais une sorte de condescendance qui consisterait à dire que les médias africains, les voix africaines pèsent moins et que de facto, il n'y a pas là une capacité de challenger, deuxième anglicisme que vous m'autoriserez ce soir, de challenger les pouvoirs existants. Car je crois de toute façon qu'il y a une vraie logique à penser que sur le continent africain, nous voyons
par miroir ce que nous sommes. Et donc le leadership africain ressemble beaucoup à la manière dont nous avons été formés. Alors le président Macron le dit souvent. Moi, je suis différent des autres parce que je n'ai pas du tout été formé comme mes prédécesseurs, qui peut-être ont pratiqué 30 secondes. Peut-être, non, vraiment. Alors, qui peut-être ont pratiqué le militantisme ensemble, à travers les internationales, socialistes, libérales, qui ont été formés dans les mêmes universités. Alpha Condé a fait ses études à Mulhouse. Le président Touadéra a fait ses études où, je crois, à Nancy ou à Lille. Voilà. Donc, à un moment ou à un autre, ben, ce que nous faisons ici, moi, j'espère que mon ami Abdou, un jour, et je le souhaite et j'en suis sûr, jouera un rôle dans son pays. Donc, Merci il faut beaucoup. accompagner cela. Merci. Alors, monsieur, vous vouliez poser une question? Voilà. Il a été question de vous, d'ailleurs. Oui, alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le grand chantier, à côté de la reconfiguration par rapport aux relations internationales, le grand chantier de l'Afrique, l'angle mort, c'est la médiation interne? Quand je dis médiation interne, c'est-à-dire une réflexion, un échange entre les jeunes, les vieux, entre ceux qui ont étudié à l'étranger, ceux qui ont étudié sur place. Bref, utiliser toutes les expériences intéressantes, en prendre compte en tout cas, pour pouvoir construire quelque chose sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. J'ai l'impression que quand on parle de l'Afrique dans les relations internationales, bon, c'est important, hein, c'est intéressant, etc. Mais je pense que le mot clé pour l'Afrique aujourd'hui, c'est l'inclusivité. C'est-à-dire faire que tout le monde va avoir le droit de participer à la construction collective. Merci. Alors, ça s'adresse, je pense, à vous. Si, en tout cas, je peux y répondre et ça me parle énormément quand on le met dans le contexte surtout politique. Il y a un livre qui est très intéressant, qui est écrit, je crois, par Jean Burnebaum, où il commençait par une citation de Camus qui dit: Nous étouffons parmi des gens qui pensent avoir absolument raison. Pour dire quoi? Que les gens ne s'écoutent plus, les gens ne dialoguent plus. Au-delà de ce que vous avez décrit, je crois que les politiques doivent donner cette impulsion. Quand on arrive au pouvoir, je peux donner l'actualité sénégalaise aujourd'hui. Les gens pensent tout de suite parti, alors qu'une nation, elle se construit par toutes les forces vives. Il y a une loi sur l'amnistie. Aujourd'hui, les gens ne parlent plus pour éclairer, pour donner la vérité. Dès qu'une personne ouvre la bouche, on sait son appartenance d'emblée, on sait ses opinions. Et ça n'aide pas. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Malik, ce que vous venez de dire. Il faut retourner à ce que nous connaissons, l'arbre à palabres, où il faut discuter, il faut dialoguer, il faut que tout le monde puisse avoir cette latitude de s'exprimer. Et je reprends un autre sage, Amadou je l'aime bien, mais c'est Amadou Mahtar Mao, justement, qui disait que voilà, l'ancien directeur général de l'UNESCO, j'aurais été heureux de pouvoir, comme on le fait en Afrique, sous le baobab, réunir toutes ces opinions divergentes. Merci. Non, non, vous n'avez plus droit à la parole. Ah, bah, quand même. Non, parce que ce que Malik a dit, c'est ça s'appelle tout simplement la démocratie. Ouais. Bah oui, le respect des institutions et faire en sorte que quand on est... Bon, une autre question, peut-être? Mal compris. Alors, on approche de la fin du débat. Une autre question, Michel Barbier? Oui? Oui. Excusez-moi. J'ai bien suivi ce débat, compris ou pas compris. Je voudrais avoir votre avis sur la position, la situation des femmes en Afrique, s'il vous plaît. La quoi? Là? Des femmes. Oui? Des femmes. La position de la femme en Afrique. Ah, la position des femmes. D'accord. OK. Alors, qui veut... Emmanuel? Oui, alors je pourrais répondre. La situation des femmes en Afrique dépend du pays où elles sont. Il y a, par exemple, le Rwanda est le pays où où le Parlement est le plus féminisé au monde. Est-ce que ça veut dire que le Rwanda est plus démocratique? Je vous laisse répondre à cette interrogation. Ça dépend effectivement aussi du contexte. Et il se trouve que 70% des victimes des conflits en Afrique sont des femmes et des enfants. Donc il y a effectivement là aussi à s'interroger sur la manière dont les femmes doivent aussi prendre en main leur destin. Il est une résolution, elle remonte à 2000, la résolution 1325, qui fait que
On doit associer systématiquement les femmes au processus de négociation et au processus de résolution des conflits. Le faisons-nous? Non, mais nous ne le faisons même pas en Europe. Donc après tout, il n'y a pas d'exceptionnalité africaine. Alors je répondrai aussi en ne minaudant pas, tout dépend aussi du leadership féminin. Et tout dépend aussi de la manière dont ce leadership féminin va créer une volonté de modélisation, une école. La présidente Sirleaf Johnson au Libéria n'a pas été succédée par une femme. Donc il y a aussi des exceptionnalités. Elles sont remarquables, mais ce n'est pas ce qui fait une tendance. Et donc je crois qu'encore une fois, il ne faut pas généraliser. Le continent africain, par bien des aspects, est beaucoup plus inclusif en matière d'égalité des chances, et qu'il y a des champions comme il y a des pays qui le sont beaucoup moins, et que en même temps, la question que j'ai bien compris sur la régulation intérieure et la régulation extérieure, ou l'inclusivité, finalement ne répond pas à la vraie question que l'on doit se poser. Est-ce que les normes, les obligations ou la pertinence, pour ne pas dire l'enquistement de l'idée selon laquelle la démocratie découle du vote, quelle que soit la manière dont le vote se fait, est un élément qui permet à une société de bien répondre au principal objectif, c'est-à-dire l'inclusion de tous ses membres. On a un peu gargarisé sur l'idée que peu importe s'il y a une cohésion sociale, peu importe si les élections se passent bien, il faut qu'il y ait des élections parce que l'élection, c'est la démocratie. En décembre 2020 en République centrafricaine ou en décembre 2023 en République démocratique du Congo, il y a eu des élections. Bon, alors elles sont sur le papier sans doute valables. Je ne peux pas dire exemplaires, OK. mais elles ne répondent pas à l'inclusion. Encore deux questions et on va, parce qu'il y a une petite collation après. Voyez. Alors, deux questions, puis 5 minutes, pas plus. Hein. Oui, encore une question, oui. Allez-y. Alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, pour la démocratie, si les points de vue, les votes ne sont pas éclairés, que vaut la démocratie si les votes ne sont pas éclairés? C'est-à-dire si au niveau de l'éducation, ça ne marche pas. Quand on regarde la situation de l'Afrique, on voit très bien que ceux qui arrivent à l'université, c'est une minorité. Qui, parmi les Africains qui sont ici, a retrouvé un élève avec qui il était au CM2? Donc, ça veut dire qu'il y a une déperdition énorme. Et cette déperdition, au niveau de l'éducation, elle existe aussi dans tous les autres domaines. Donc, ça signifie que au moment où les personnes votent, ben, les personnes votent avec des contraintes du ventre, etc., etc. Et donc, ça pollue énormément donc, la participation des populations. D'accord, merci. On l'a dit, hein, on ne peut pas voter quand un pays est en guerre, me semble-t-il. Ouais. Alors, une dernière question fondamentale peut-être, Denis Chadebec. C'est toujours les mêmes qui posent des questions. Ah oui, oui, peut-être justement. Oui, alors, une question posée par... Excusez-moi. C'est parce que vous avez parlé de l'unité. Et ça m'a beaucoup touché parce qu'effectivement, c'est ce qui manque un peu partout, mais surtout dans le continent africain. Et quelle philosophie ou quelle vision vous pensez pourrait aider l'Afrique à être unie, si on peut dire, plus unie, surtout les jeunes d'aujourd'hui. Et surtout, vous avez une philosophie Ubuntu qui, en fait, va dans cette direction. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos idées à vous? Je vous la reprends, cette idée d'Ubuntu. Souleymane Bachir Diagne, philosophe très connu, en parle beaucoup. Et je crois que ça peut être une bonne philosophie, au-delà même de l'Afrique, en France, un peu partout dans le monde, réapprendre à vivre ensemble, voilà, à refaire société. Je crois que c'est une philosophie qui peut inspirer beaucoup de gens. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons terminer là-dessus. Alors, Ubuntu, donc, c'est surtout lié à l'Afrique du Sud au départ. Enfin, voilà, hein. Mandela, etc. Vous pourrez rechercher sur Internet si vous ne le connaissez pas. Nous avons eu un bon débat. Nous ne pouvons pas passer à la collation sans prendre une photo de famille. Ce ne serait pas correct. Voilà. Donc, nous allons disposer les chaises. Et voilà, Alors, je suis désolé parce qu'on n'a pas, évidemment,
en très peu de temps, tout balayer. Hein. L'objectif, c'était pas de le faire. Non. Encore une fois, notre objectif, moi, en tant que géopolitologue, c'est de poser les bases et évidemment d'engager avec vous, comme je le fais avec d'autres, des éléments de réflexion. Parce que je crois que nous avons, nous, universitaires, je parle en mon nom, académique, think tanker, fait notre travail. Nous avons dit, nous avons proposé. Le seul problème, c'est que parfois, nous ne sommes pas du tout entendus. Et ça, c'est un système de gouvernance en Europe qui ne tient pas compte suffisamment de l'expertise. Je me tourne vers l'ingénieur, à un moment ou à un autre. Les sachants et les disants doivent être chacun dans leur rôle. Nous le faisons, nous alertons, nous conscientisons. Très français, mais enfin, je l'utilise parce que ça exprime mon propos. Mais à un moment ou à un autre, il faut essayer de convaincre nos décideurs que ce que nous disons est utile et sera de plus en plus utile, non seulement pour le continent africain. Je termine en tant que géopolitologue. Hein. Le continent africain et le continent européen ont leur destin intrinsèquement liés. La géographie, l'histoire, et puis surtout la nécessité de faire ainsi, car sinon nous allons être broyés par des logiques néo-révisionnistes, impérialistes, qui, elles, se préoccupent absolument pas du juste milieu. Parce qu'elles veulent se confronter directement. Merci. Donc, on va remercier très vivement nos deux orateurs qui sont très passionnés. Voilà. Avant la photo de famille, je voudrais quand même signaler la présence de M. Amadouba parmi nous. Merci beaucoup. Vous êtes président du Conseil national des imams de France. Et nous vous remercions d'être là. Je remercie tous les participants. Il y a des personnes importantes dans cette salle. On n'a pas le temps de présenter tout le monde. On va prendre une photo de famille, si vous voulez. Et surtout les amis de Emmanuel Dupuis qui sont là, présents, et très inspirants. Merci. Avec Ramel Taïeb, le recteur de l'Université Al-Azhar. Voilà, je pense que légèrement ici, là, alors que l'Italie se présente. Merci pour la question. Pour l'instant, j'imaginais un rapport offensif de l'Afrique sur l'Europe. Voilà. C'est Laurent. Venez, s'il vous plaît, on va prendre la photo dernière. Venez vite, s'il vous plaît. Alors, devant, là. Alors, je ne vais pas me mettre à la mais voilà. Attends, je vais mettre là. Ou alors derrière, excuse-moi. Derrière vous, ouais, à côté de Jacques. Excuse-moi. Non, mais on peut pousser. Non, ça va. On va pas faire trop de protocolaire. Oui, bah, c'est pas ce que tu dis. On a un grand sourire. Tu parles bien, tu parles bien. Merci beaucoup. Alors, il y a un élément obligatoire qui est là-bas, et on va remercier Jackie et Nico Huel qui viennent, qui ont préparé
C'est collation, toute la dans le fond de la salle. Merci à tous. Et on va aller ça vous aide à recevoir les choses.